Ok. Bon, alors bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'être ici pour discuter avec vous un petit peu de notre travail. Donc, nous représentons ici une startup qui s'appelle MFG Labs. Donc, Thibaut qui est lead développeur chez nous, et moi qui suis, enfin lead front-end développeur, pardon, et moi qui suis lead designer. Donc, en deux mots, MFG Labs, c'est une startup qui regroupe des mathématiciens, des data scientists et des designers. Donc bon, je ne vais pas m'épancher sur le sujet, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'on fait parce qu'on a un éventail assez large de compétences. Mais on va plutôt parler de ça. Donc en fait, c'est ce projet qui s'appelle le MFG Labs Icon Set. C'est un projet qu'on a créé pour les besoins de nos clients et de nos projets internes. Et en fait, ce que nous voulions, c'était avoir quelque chose qui soit scalable, qui soit efficace et qui soit performant en termes de poids et d'utilisation poussée de CSS. Donc on a créé ce set. Donc je vais passer un petit peu de temps à vous expliquer le processus créatif, comment j'ai créé ces icônes, comment je les ai conçues, comment je les ai montées dans un logiciel de typographie. Et ensuite, Thibaut vous parlera de l'implémentation et de la customisation des icônes via une web font. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a des designers dans la salle ici, beaucoup. Ok, il y en a quelques-uns. Donc, ça va peut-être plus vous intéresser que les autres, mais c'est important de savoir comment travaillent les designers pour tout le monde, je pense. En fait, un set d'icônes, enfin un icône, ça fait partie d'un set. Donc, pour avoir un résultat cohérent d'un icône à l'autre, moi, ce que je fais, c'est que je me fixe quelques règles de base, notamment l'utilisation de cercles pour faire mes corners ou pour découper mes formes, en fait. Et j'utilise toujours des cercles de la même taille que je définis au début. Et je mets ça dans une grille. Alors, pour la plupart des icônes, ils font 32 par 32 pixels dans Illustrator. C'est arbitraire, j'ai décidé de faire comme ça. Et voilà, donc le but, c'est d'essayer d'avoir une harmonie d'un pictogramme à un autre. Donc, c'est pas un logo, ça véhicule pas une image de marque ou quoi. Donc, ce qui est important, c'est vraiment de se focaliser sur la redondance des formes. Alors, donc pour aller un petit peu plus loin dans la manière dont j'utilise les formes pour découper en fait d'autres formes qui vont donner l'image de mon icône, en fait, je vais essayer le plus possible d'utiliser des cercles de la suite de Fibonacci du nombre d'or quand je peux. Alors, c'est vraiment pas une obligation d'utiliser, si vous voulez, des mathématiques ou des formes géométriques, mais c'est juste ça permet d'avoir des, comme je vous l'ai dit plutôt, des guides pour la création et d'avoir cette redondance-là. Donc voilà comment j'ai créé ce pictogramme. Et pour beaucoup, j'ai fait ça. Bon, il y a 140 pictogrammes à l'heure actuelle, donc vous vous amusez pas à chercher les cercles partout. Des fois, j'ai fait ça un peu plus rapidement, mais bon, bref. Donc ensuite, une fois qu'on a créé son set de pictogrammes dans Illustrator, moi j'utilise Illustrator, après vous pouvez utiliser le logiciel que vous voulez, du moment que c'est vectoriel. On va utiliser, vous pouvez même créer les pictogrammes dans ce logiciel-là qui s'appelle Glyph, donc qui m'a permis de monter la typo. Donc en fait, Glyph, comment ça marche? C'est bon, c'est assez intuitif, mais bon, on va pas rentrer trop dans le détail. Donc quand on ouvre un nouveau projet, voilà ce qu'on a. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les lettres, parce qu'on ne veut pas que nos pictogrammes soient associés à des lettres. Je vais vous expliquer comment on fait pour en fait indexer les pictogrammes avec des codes. Et donc on va créer un nouveau glyphe en appuyant sur le petit bouton plus, et on va tout simplement copier-coller son icône. Donc on va l'ajuster en fonction de l'ascendante et de la descendante. Donc je vous ai matérialisé par un trait rouge la ligne de base. Donc pour certains pictos, je les fais descendre dessous. Ceux qui font 32 pixels de haut. Ceux qui sont un peu moins hauts, je les aligne sur la ligne de base. Donc voilà, vous avez un exemple dans la loupe de ce que ça donne pardon, à côté du texte. Donc je parlais d'ascendante et descendante, donc c'est dans les settings qu'on va les gérer.
Donc moi j'ai pris ces chiffres-là. Alors, honnêtement, je ne suis pas du tout un professionnel de la typographie, donc j'ai un petit peu bidouillé et c'est des valeurs qui sont arbitraires. Mais bon, si jamais vous avez envie de reproduire, vous pouvez très bien utiliser ces valeurs, ça a très très bien marché pour moi. Ensuite, il faut bien gérer l'alignement, donc on peut sélectionner plusieurs pictogrammes à la fois pour vérifier que ceux-ci sont bien alignés sur la ligne de base, et vous pouvez ajuster le centre en Y. Moi j'ai pris une valeur de 640 pour chacun de mes pixels, pour qu'ils aient tous le même centre. Donc voilà. Donc tout à l'heure je parlais d'associer les icônes à des codes. En fait, pour ça on utilise des unicodes. Donc c'est ici que vous rentrez l'unicode. Et les unicodes, en fait, qu'est-ce que c'est et à quoi ça va nous servir? En fait, les unicodes, c'est un standard pour les caractères. Donc il en existe des milliers pour tout un tas de formes et de symboles. Donc pour les arrows, enfin, les flèches, des formes géométriques, des encres, des stylos, tout ce que vous voulez. Donc il y a énormément d'unicodes. Et ça permet de standardiser en fait l'utilisation des icônes au sein des web fonts. Donc voilà comment ça marche. Donc vous avez au milieu les MFG Labs icons, donc Pencil, qui est associé à un Unicode, et le fallback classique. Alors là, je ne sais pas si c'est de l'Arial, de l'Helvetica ou de l'Open100, mais peu importe. Donc vous pouvez associer des Unicodes, mais parfois il arrive que des Unicodes existent, notamment pour l'encre, mais très peu de typographies ont un symbole qui correspond à cet Unicode. Donc vous aurez quand même un fallback qui ne sera pas génial, mais c'est toujours mieux d'associer le bon Unicode au bon symbole que de ne pas le faire. Si jamais vous ne trouvez pas en fait l'Unicode correspondant au symbole que vous avez créé, vous allez pouvoir utiliser une range qui est dédiée à ça, qui s'appelle la Private Use Area, donc qui est composée de 6400 Unicode, donc il y a de quoi faire, je pense, et qui vous permettent voilà, d'assigner des icônes particuliers, des logos, ce que vous voulez, finalement à rien, donc pour éviter les conflits en fait. Donc vous avez ce site web, fileformat.info, où vous pouvez rechercher par nom, donc vous tapez Encore en haut ou Pencil et vous allez trouver l'Unicode correspondant. Et sinon, vous pouvez aller fouiller sur le Unicode Consortium, unicode.org. Là, c'est un peu plus compliqué. Vous téléchargez des PDF qui sont remplis de code avec plein d'icônes. Enfin bon, moi, j'ai pas trouvé de site encore très pratique pour faire ça, donc faut passer un peu de temps et il faut un petit peu fouiller. Donc voilà comment en fait j'ai conçu cette icône. Donc maintenant Thibaut il va vous parler de la manière dont on implémente la web font et de toutes les transformations et la manière de la styliser qu'on fait avec de la CSS. Donc je vais lui laisser la parole. Donc merci. Vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, donc, maintenant qu'on a créé vraiment la fonte dans le logiciel, on va parler vraiment de l'implémentation dans votre site via HTML5 et CSS3. Donc d'abord, pour parler compatibilité, en fait, si vous utilisez des fonts face sur IE, il y a vraiment un format pour ça, c'est l'OT, qui est compatible d'IE6 à IE10. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Et ensuite, vous avez deux formats, le WOF et le TIFF. Le TIFF supportant encore des navigateurs bien plus anciens, donc qui vous permettent de couvrir voilà, l'ensemble des navigateurs de Chrome, Firefox, Safari. Ensuite, le mobile. Le mobile, on a vraiment deux formats qui sont utilisés, qui sont le SVG, surtout sur Safari, et le TTF. Donc là, vous pouvez couvrir l'ensemble d'iOS à partir de la version 4, d'Android à partir de la version 2.3, il me semble. Donc voilà, vraiment donc 4 fichiers de base. Ensuite, à partir de ces 4 fichiers, il va falloir les importer via la propriété fontface. Donc fontface, c'est une propriété voilà, CSS qui existe en fait depuis très longtemps, qui est compatible aussi sur IE6, 7, donc sans trop de problèmes. Et donc avec fontface, on va donc définir le nom de notre fonte et on va définir aussi donc les URL vers nos différents fichiers avec leur format. Alors, toute cette partie donc vraiment voilà, de création de différents formats, d'importation de cette fonte, il y a des moyens de l'automatiser par rapport par exemple avec Font Squirrel. Dans ce kit, vous allez uploader le fichier de fonte que vous avez créé.
et il va vous générer donc les différents formats, un petit bootstrap CSS de base que vous allez pouvoir réutiliser sur tous vos projets. Il y a juste une petite astuce à savoir, donc quand vous allez vraiment créer votre font de A à Z, dans les settings par exemple de font Squarelle, il ne faut pas oublier de cocher la case No Setting qui vous permet vraiment d'activer la partie Unicode pour bien récupérer toutes les icônes que vous avez créées. Ensuite, donc maintenant vous avez vraiment apporté votre font face, votre font icon dans votre site. Le but ça va de définir quel élément va utiliser la font icon. Donc pour ça, moi je définis vraiment une classe générique, donc icon, avec donc le nom de ma font family. Et après, un petit reset en fait pour éviter que des sites soient surchargés, de la graisse, la taille, l'anti-alias sur Chrome surtout. Et aussi speak none en fait, un attribut pour l'accessibilité, pour éviter donc que les icônes soient interprétées en fait par les logiciels d'accessibilité. Voilà. Après, maintenant, il reste à définir exactement comment on va utiliser telle icône. Donc pour ça, ce que j'ai défini, c'est comme l'a dit Sylvain, c'est la méthode en fait de GitHub qui utilise depuis un moment, c'est de définir une classe par icône. Donc une classe avec l'attribut donc CSS3 before. Et ensuite dans le content, on va retrouver donc l'Unicode dont nous a parlé Martin. Donc l'Unicode qui définit voilà un icône précis. Et on va donc lister toutes les classes selon notre icône. Donc effectivement, ça fait beaucoup de classes, surtout si on a 140 icônes. Donc si vous voulez peut-être éviter ce problème, il y a par exemple un site qui s'appelle Fontello qui regroupe une dizaine de font icônes et qui vous permet vraiment de composer votre font icône en piochant à droite à gauche et en vous générant ce code. Ensuite, en HTML, ce que je préconise, c'est d'utiliser la balise i, une balise qui n'a pas vraiment de but sémantique en fait, depuis le passage à HTML5, et donc de lui attribuer à la fois la classe icon et l'icône donc précis, par exemple arrow, pour lui dire vraiment voilà, on veut cette icône là, et l'attribut aria hidden encore pour des questions d'accessibilité pour certains navigateurs, pour éviter que donc, les logiciels lisent cette icône. Ensuite, on va donc implémenter ce list voilà, dans un lien et autres pour faire des boutons. Il y a une deuxième donc, méthode d'implémentation, donc un peu plus geek, que j'aime pas, qui est en fait beaucoup moins lisible, c'est de faire les 50 lignes de CSS avant en une seule ligne, en récupérant de manière dynamique en fait l'Unicode, en le mettant dans l'attribut HTML5, par exemple data icon, que je vais créer. En CSS3, on va pouvoir récupérer de manière dynamiquement voilà, l'Unicode. Donc l'inconvénient, c'est qu'on fait déjà un peu travailler voilà, la présentation dans HTML, et après, maintenir, c'est pas très évident parce qu'il faut vraiment connaître les Unicode ou rechercher dans la doc. Donc ça prend moins de lignes, mais c'est pas du tout maintenable, c'est pas quelque chose que je recommande. Et j'ai également un petit script que je vous retrouve dans la présentation un lien vers un gist pour faire fonctionner assez simplement en fait cette méthode dans IE 7.8. C'est juste une petite ligne de JS. C'est aussi faisable en CSS, ça dépend en fait de la manière dont vous l'implémentez. Donc voilà, maintenant l'intérêt c'est que vous avez implémenté une font icon. Et contrairement à l'utilisation des images de sprite, en fait, on va pouvoir manipuler les icônes assez facilement. Donc voilà, la modification de la size en CSS, en créant par exemple des subclasses pour doubler la taille, la tripler, en faisant un reset des sizes. Ensuite, on va également pouvoir donc assez facilement implémenter, changer les couleurs sans trop de problèmes, des effets de survol. Là ici, par exemple, un effet vraiment de dégradé dans l'icône. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible par contre uniquement dans les dernières versions de Chrome. Là, ça va proposer donc background clip et text fill color. Ça, c'est quelque chose qui ne marche pas partout, mais potentiellement bientôt, on pourra faire des dégradés dans les icônes. C'est vraiment le seul point manquant aujourd'hui peut-être à la font icon. Ensuite, on va pouvoir réaliser par exemple des spinners, tout simplement. Pas besoin de GIF animé, donc juste un icône avec une animation CSS3. Donc vous allez pouvoir faire voilà, votre loader assez simplement. Et un des deuxièmes aussi, enfin vraiment l'un des grands avantages aujourd'hui dans l'ère où on arrive avec le mobile, c'est de pouvoir tout simplement faire quelque chose qui est compatible nativement Retina. Donc pas besoin voilà, de dupliquer les icônes, de faire des doubles fichiers, des sprites, de surcharger juste pour être compatible Retina, c'est quelque chose qui est naturellement, c'est vectoriel, donc vous allez avoir un site compatible. Donc pour en revenir, en plus de la facilité d'implémentation, c'est une question de performance. Là j'ai pris ça sur un blog anglais. C'est un exemple, ils ont passé leur site d'utilisation des images, enfin des sprites, à une fonte. Et voilà, ils sont passés de 650 kg à 11 kg, par exemple, le poids général d'utilisation d'images vers une fonte. Donc des meilleures performances, un gain en maintenabilité, vraiment une simplicité en fait à utiliser les fontes face et fontes icônes. C'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser en production sans aucun problème. Donc voilà,
Vous pourrez retrouver donc, le lien vraiment de notre fonte MFG qui est sur GitHub, qui est libre de droit sans aucun problème. Et Fontelo, il y a aussi la fonte MFG Labs et plein d'autres fontes, donc vous pourrez vraiment proposer votre fonte sur vos différents besoins. Donc voilà, merci à tous pour votre attention. Et